Merci pour votre accueil et merci à vous tous d'être là. C'est parce que vous êtes là qu'on a aussi envie de vous rapporter ces choses-là. Alors, avant de débuter le diaporama, les pouvoirs de l'esprit sur le corps, je vais vous raconter une histoire que j'ai développée devant la journaliste de FR3 Corse il y a quelques minutes. Je recevais dans mon bureau une femme qui est agent de l'administration pénitentiaire, à 2 reprises très sauvagement agressée dans son travail et qui a été ce qu'on appelle traumatisée psychique et physique, fracture de la mâchoire, enfin, de très grosses blessures. Un jour, elle vient me voir en consultation, elle choisit toujours la première heure du matin, elle est là à 8 heures, comme ça elle évite de rencontrer du monde dans la salle d'attente, elle évite de rencontrer du monde dans la rue. Mais ce jour-là, dans la rue, elle a reconnu un ancien détenu, qui ne l'a peut-être pas reconnu, mais en tous les cas, elle l'a vu. Et donc, elle était dans un état de stress aigu lors de la consultation. Et elle me dit, regardez. Et elle me fait voir sa main. Et j'ai vu en direct sur sa main la petite rougeur apparaître, la cloque se remplir de sérosité, puis la cloque se crever et se vider. Voyez comment les pouvoirs de l'esprit sur le corps, un phénomène purement psychique. Elle a vu quelque chose qui lui a rappelé son traumatisme, a créé immédiatement un effet sur la peau. Alors c'est vrai que la peau, c'est aussi le plus bavard de tous les organes. C'est celui qui réagit extrêmement vite. On rougit, on pâlit, on blêmit. Et donc, ce que je vais essayer de vous exposer là, c'est toutes ces interactions entre le corps et l'esprit et que l'on a décrit dans une médecine qui a été très développée à partir de la deuxième partie du XXe siècle, qu'on appelait la médecine psychosomatique. Donc, on va partir sur, parce qu'il y a plein d'actions possibles, il n'y en a pas qu'une seule. Donc, je vais insister sur quelques-uns des phénomènes et je vais vous dire tout de suite, malgré la longueur de cette conférence, j'espère ne pas vous épuiser, je n'aurai pas épuisé mon sujet. La suggestion, les phénomènes psychosomatiques, très important, l'image mentale de notre corps, celle que l'on constitue, quelques idées nouvelles sur le vieillissement et sur la mort, et puis je vais prendre du temps pour détailler un miracle. Alors des miracles, il y en a eu quelques-uns, mais j'ai choisi celui-là parce qu'on peut faire le chemin à la fois à travers le dossier médical, le témoignage de la patiente et le témoignage de son entourage avant, pendant et après cette guérison miraculeuse. Alors, je dois déjà dire merci à quelqu'un qui s'appelle Boris Cyrulnik, qui est un peu comme un parrain, un homme qui a toujours été très bienveillant vis-à-vis de moi. On a fait beaucoup de cycles de conférences ensemble. Et c'est lui qui, un jour, a organisé un cycle de conférences sur la guérison. C'est comme ça que j'ai commencé à réunir différents travaux là-dessus. Et puis, je vais voir son éditrice, Odile Jacob, qui me dit je ne vois pas où vous voulez en venir, mais allez-y. Et puis, je fais mon travail, je lui présente le livre et elle me dit oui, mais on ne voit pas trop comment vous êtes intéressé à tout ça. Alors, je vais commencer par une de mes toutes premières missions. J'étais très jeune médecin en Guyane, dans un camp de réfugiés, parce qu'il y avait la guerre civile dans le pays voisin qui était le Suriname. Et nous avons hébergé des réfugiés surinamiens. Et un soir, il y a eu une fête. Enfin, d'abord, il y a eu la fête toute la journée. Et puis le soir, je me suis approché d'un endroit où il me paraissait y avoir une certaine excitation. Et vous voyez, les jeunes étaient en train de marcher sur le feu. Je ne dis pas que j'avais trop l'autorisation d'être si près du feu et de prendre des photos, mais comme on était médecin du camp et qu'ils savaient qu'on leur apportait aussi quelque chose, ils m'ont toléré. Et vous voyez quand même que les jeunes sont là, puis ils piétinent la braise. Alors ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y en avait aussi qui cassaient des bouteilles de bière et qui mordaient dans des tessons de bouteilles. Il y avait des personnes qui arrivaient derrière, qui leur enlevaient le verre de la bouche. Ils piétinaient les braises et voyaient que même les gens se bousculaient pour aller piétiner les braises. Et quand j'ai quitté cette scène, je me suis dit, aïe, 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 demain j'aurai du monde à la consultation. J'ai eu personne. Voilà. Et bon, vous les connaissez, ces histoires de gens qui marchent sur les braises avec une préparation mentale. Et ben voilà, il y a des gens qui peuvent poser leurs pieds sur la braise et garder le pied sur la braise en marchant et qui ne développent pas de brûlure. Voilà les phénomènes, les pouvoirs de l'esprit sur le corps. Alors là, tout ce que je vous raconte, c'est des choses déjà bien connues. Alors, je me suis interrogé pourquoi les travaux de ce monsieur, Émile Coué, ont été si populaires à la fin du XIXe siècle
et finalement ont été complètement laissés de côté dans le courant du XXe siècle. Mon idée, c'est que l'événement qui a fait effondrer cette théorie de la méthode Coué, c'est la Première Guerre mondiale qui a laissé une somme énorme de patients souffrants, mutilés et blessés. Émile Coué disait qu'il y avait dans l'esprit deux instances, l'imagination et la volonté. Et il dit, quelles que soient les circonstances, invariablement, c'est toujours l'imagination qui gagne. Et on voit les pouvoirs de l'esprit sur le corps, c'est-à-dire que si vous avez l'idée que vous pouvez guérir, vous guérirez. Si vous avez l'idée reçue que vous ne guérirez jamais, vous ne guérirez pas. D'où l'idée très importante du discours médical, de l'information médicale, j'allais dire aussi de l'espérance. Donc je vous lis, pour ceux qui sont loin, la phrase d'Émile Coué. Si vous êtes convaincu que vous pouvez faire quelque chose, l'accomplir sera possible et vous réaliserez votre objectif, quelle que soit sa difficulté. Mais si vous êtes persuadé que vous ne pouvez réaliser la chose la plus simple au monde, la moindre colline deviendra infranchissable à vos yeux. Et il donnait comme exemple, vous avez donc, il y en a eu des milliers d'exemplaires de son petit livre qui s'appelle « La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente ». Et il disait par exemple, vous prenez une planche, voilà, vous la mettez au sol et on vous demande de marcher sur la planche, ce que vous pouvez faire sans difficulté. La même planche, mais vous la mettez à 50 mètres de hauteur sur un échafaudage, vous ne pouvez plus avancer. Parce que votre esprit a mis, vous pouvez tomber et vous faire mal. Et il commençait toujours ses conférences par cet exemple-là. Alors, je vais arrêter de parler d'Émile Coué, mais retenez ceci, l'imagination, c'est-à-dire ce que votre esprit va représenter de votre état de santé, va avoir une influence considérable sur cet état de santé. La forme moderne aujourd'hui de ce pouvoir de l'imagination sur le corps, c'est l'effet placebo. Alors l'effet placebo, quand on vous en parle, c'est pour vous dire que c'est un parasite de l'observation médicale. Ouais, mais ça a marché, mais tu sais, c'est l'effet placebo. Voilà, du style, c'est pas le médicament qui a permis cette amélioration, donc c'est embêtant. Mais non. L'effet placebo, si c'est un adjuvant de la guérison, je prends. Alors, l'effet placebo, c'est... j'ai bien aimé l'illustration qui est là. Alors, voilà. Donc, vous avez le cerveau, et dès que vous avez un médicament dans la main, par exemple, quelqu'un qui a mal, vous lui dites que vous allez lui donner quelque chose qui va soulager la douleur. Vous lui mettez dans la main, l'objet est dans la main, il a déjà moins mal. Ne souriez pas, toutes les mamans qui sont là l'ont fait aux enfants. Viens, montre-moi ta main, je te fais un petit bisou, tu n'as plus mal mon chéri. Eh bien le chéri, il a plus mal, il pleure plus. Voilà. Donc, nous utilisons en permanence cette ressource de la suggestion pour faire du bien et apporter du bien. La particularité de l'effet placebo, alors je vais vous parler d'une expérience qui s'est produite en 1978 qui est pour moi révolutionnaire. Donc, on va s'intéresser aux récepteurs opiacés qui sont dans le cerveau. C'est-à-dire que dans notre cerveau, sur la surface du neurone, vous avez ce qu'on appelle des récepteurs. Ce sont différentes petites, comme des petites serrures qui vont s'ouvrir avec une seule clé qui est le neurotransmetteur. Vous avez des récepteurs à sérotonine, à dopamine, à noradrénaline, etc. Et donc, il y a des récepteurs aux opiacés, puisque nous sécrétons nous-mêmes nos propres opiacés que nous appelons les endorphines. Donc, quand vous prenez un placebo, les gens pouvaient imaginer qu'il ne se passait rien dans le cerveau. Alors, je reviens un peu sur cet effet parasite. C'est tellement embêtant l'effet placebo que si je veux évaluer l'effet d'un médicament, je suis obligé de monter mon évaluation en double aveugle. Ça veut dire que ni le patient ni le médecin ne savent si cette boîte qui s'appelle numéro 5 contient le produit actif ou pas.
Et donc, on donne ce produit actif, on regarde les résultats, et quand on a fait ça chez 100, 200, 500, 1200 personnes, on décachette l'enveloppe dans laquelle, en face du numéro, on sait si c'était du placebo ou la substance que l'on veut évaluer. Retenez qu'en psychiatrie, entre un tiers et la moitié des bénéfices thérapeutiques sont obtenus par placebo. Je vous raconte une anecdote, par exemple, qui m'a été rapportée par mes collègues de l'hôpital Lavran à Marseille. Ils ont à évaluer un placebo qui est un neuroleptique sédatif puissant qui permet de calmer le plus agité des malades agités. Il y a un patient qui rentre, qui est dans cet état de fureur maniaque. Il décide d'explorer avec ce médicament qu'on est en train de tester. Puis de toute façon, si ça ne marche pas, eh bien, on rompt l'expérience, on lui donnera un médicament qu'on connaît. Mais on saura si sur ce patient, la molécule étiquetée numéro 5 a marché ou pas. Le patient, il est instantanément apaisé et subnormal, si je puis dire. Allez, instantanément, dans la demi-heure qui suit. Et donc, ils se disent, oh là, je pense que le numéro 5, c'est la substance active et dans son dosage le plus élevé. Quelle est leur surprise lorsque, un an plus tard, l'expérience est terminée et qu'on lève le secret du placebo? C'était une substance inactive. Il n'y avait rien. D'où vous voyez que cet effet placebo agit y compris sur des symptômes très forts. Donc, je vous ai parlé de la morphine et des récepteurs à morphine qui sont dans le cerveau. Et vous avez donc cette expérience faite par Levin en 78. Donc, il existe une substance qui s'appelle la naloxone. Donc là, vous avez la morphine et les récepteurs à morphine. Vous avez à côté la naloxone et voyez que la molécule est très voisine. Il y a juste deux petits radicaux qui changent. Donc, en gros, cette molécule peut aller se fixer sur le récepteur à endorphine et surtout, ce qui est important pour nous, il le bloque. C'est-à-dire que cette molécule est dans la serrure et la serrure, on l'a invalidée. Elle ne marchera plus. Donc, Levin va voir qu'est-ce qui se passe si je donne de la naloxone au patient sur lequel on a évalué un effet placebo. Donc c'est une expérience, je vais la faire rapidement, qui est assez compliquée, mais on l'a fait avec des gens chez lesquels on était obligé d'arracher 3 dents. Chez ces gens-là, on les soumet à un placebo. Mais qu'est-ce qu'il fait Levin? Juste après avoir donné le placebo, si les patients sont soulagés, il va mettre de la naloxone. C'est-à-dire qu'il va bloquer les récepteurs aux opiacés des gens qui ont bénéficié du placebo. Eh bien, avec la naloxone, il a annulé l'effet placebo. C'est la démonstration formelle que l'imagination a produit une sécrétion d'endorphine, puisque l'on a pu, par la chimie, empêcher cette réaction de se produire. Donc, c'était la première fois que l'on pouvait mettre en évidence que votre pensée agissait sur le corps. L'esprit a un pouvoir sur le corps. Puisque donc, on a des molécules qui permettent d'inhiber cette action d'esprit sur le corps. Alors aujourd'hui, l'effet placebo, depuis une petite dizaine d'années ou une quinzaine d'années, est très très étudié par les Américains, notamment un Américain qui s'appelle Ted Kapschuk. Donc, alors on avance, et il dit l'effet placebo marche même si on sait que c'est un placebo. Il a pris des patients qui avaient des problèmes digestifs, qu'on appelle le côlon irritable. Sur la boîte, il y a marqué placebo. Dans la petite fiche d'information, il y a marqué « Ce médicament est inactif ». Eh bien, dans le groupe qui n'a aucun traitement, un tiers des patients ont une rémission de leurs symptômes. Chez les gens auxquels on donne une substance dont ils savent qu'elle ne produira rien, on a les 2 tiers d'amélioration du symptôme. Donc l'effet placebo marche, même si l'on sait que la molécule est efficace. C'est pour ça qu'on vous dit, quand on dit à quelqu'un « fais une prière », eh bien voilà, s'il a la ressource du spirituel, cette prière va marcher. Alors, deuxième chose très intéressante, et là on a fait marcher les dispositifs médicaux les plus actuels qui soient,
on peut aujourd'hui coupler à une IRM des systèmes qui permettent de mesurer où se produit l'activité cérébrale. On fait consommer du glucose radioactif et on regarde les cellules où ce glucose radioactif s'est concentré. Ça veut dire que c'est cette cellule-là qui a travaillé. Eh bien, on s'aperçoit avec l'effet placebo que les cellules qui ont été activées le sont avant même que le cortex ait reçu le signal. Ça veut dire que avant même que les gens aient pu imaginer que le produit allait pouvoir les soulager, il y avait déjà une amélioration. Voyez comment on découvre aujourd'hui des pistes supplémentaires sur ces pouvoirs de l'esprit sur le corps. Alors, il y a quelqu'un qui avait déjà noté, ça c'était dans les années 50, que si vous donnez un produit placebo à quelqu'un, que vous le donnez par voie orale, et si vous comparez aux effets que peut produire ce produit, mais s'il n'est plus pris par voie orale, mais par pommade, l'effet placebo est supérieur. D'où la phrase « Don't eat it, rub it ». Ne mangez pas, frottez. Il y a quelqu'un qui a parlé de « hollow needle », c'est-à-dire qu'un produit placebo, s'il est injecté par voie sous-cutanée, aura une efficacité supérieure à s'il est absorbé par voie orale. Celle-là aussi est très amusante et on va en tirer la conclusion ensemble. Donc ça, c'est Peter Lewitt, c'est aussi une autre personne qui explore l'effet placebo. Donc là, c'est des gens qui ont un syndrome parkinsonien. Syndrome parkinsonien, déficit en dopamine, trouble de la motricité, tremblement. Donc, il explique aux gens qu'on va leur donner un produit, un placebo. Ils ne savent pas que c'est un effet placebo, mais nous, on sait qu'il n'y a rien dans ce produit. Mais on informe les gens sur le coût du produit. Pour les premiers, le flacon coûte $1. Enfin, pardon, en tous les cas, le flacon coûte à tel prix. Et pour d'autres, on va dire que ce produit-là est 15 fois plus cher que l'autre. Donc, il y a des patients qui ont la notion d'avoir un produit cher. Eh bien, voyez que chez les personnes qui reçoivent le placebo à de l'ordre de prix 1, une unité en dollars, vous avez 58% d'effets thérapeutiques. Les mêmes patients qui ont le produit qui coûte 15 fois plus cher, on monte l'effet thérapeutique à 67%. Ça veut dire que plus c'est cher, plus ça marche. Voilà. Et vous savez, je le constate moi-même, hein, le soin gratuit. Le soin gratuit, c'est un soin. Eh bien, c'est démontré, plus le soin est cher, plus les gens auront à cœur de guérir de leur pathologie. Je ne dis pas ça pour alourdir la facture de la sécurité sociale, mais il y a quand même quelque chose à remarquer là-dedans. L'imagination, c'est aussi l'emprise du discours médical. Je vais vous parler de moi. Tous les ans, je regarde au moins une fois sur YouTube, parce qu'il est disponible gratuitement, Dr Knock avec Louis Jouvet. Alors, ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à le voir. Bon, d'abord, l'acteur Louis Jouvet est fantastique. Mais il a quelques phrases. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. C'est-à-dire qu'il il déclare à toutes les personnes: vous êtes en bonne santé, vous avez la langue qui est propre, l'œil qui est bien blanc. Vous êtes un malade, je vais m'occuper de vous. Et il vient voir son prédécesseur qui n'arrivait pas à faire vivre son cabinet, alors que Dr Knock lui a développé son cabinet de façon formidable. Il dit: mais comment vous avez fait? Ça, c'est vers la fin du film. Et Dr Knock montre une carte. Et il dit: voici la carte du département et voici la carte de l'implantation médicale. Là où le médecin n'est pas intervenu, c'est pas compliqué. Vous les mettez dans un lit. Il sortira bien quelque chose. Voilà. Et il suffit d'attendre, de mettre une personne en situation d'attente pour lui dire: votre maladie va se montrer. La maladie va se montrer. Pouvoir de la suggestion. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai, on est aussi dans une période où il peut y avoir un abus de cette emprise du discours médical sur les gens.
Et il y a eu un article très intéressant d'un auteur français qui s'appelle Les non-maladies. Par exemple, aujourd'hui, on a rangé comme maladie des troubles qui n'en sont pas. Est-ce que la chute des cheveux est une maladie? Non. La chute des cheveux, c'est un événement de corps. Et pourquoi faudrait-il traiter très cher la chute des cheveux? Bon, les jeunes aujourd'hui, vous avez vu, ils se font la tête bien rasée, bien brillante. Et c'est un peu moins un problème de ce que c'était il y a 40 ans. Mais est-ce que les taches de rousseur sont une maladie? Non. Et donc, il faut toujours être très attentif à un discours qui va chercher à dire que vous êtes malade, alors que vous savez simplement une forme de corps particulière, mais qui n'entraîne ni souffrance et qui ne vous empêche pas dans votre vie d'être autonome et de vivre votre vie normale. On va s'arrêter un peu sur la calvitie. Vous avez un médicament qui, au départ, était un médicament donné pour l'hypertrophie bénigne de la prostate, problème de santé que rencontrent habituellement les hommes dans la troisième partie de leur existence. Et donc, on a donné du finastéride aux gens et on s'est aperçu que ça faisait ce que ça faisait sur la prostate, mais en tous les cas, ça faisait repousser les cheveux. Et vraiment. Et on s'aperçoit que plus de 50% des gens ont des cheveux qui repoussent. Et que dans une proportion beaucoup plus forte, enfin dans une autre proportion, chez ceux chez lesquels les cheveux n'ont pas repoussé, en tous les cas, ça a fait cesser la chute des cheveux. Et donc le laboratoire Merck, que je vais nommer, a fait une campagne, alors ça c'est parce qu'il y a eu un article, vous le trouvez tout ça sur Internet, hein. Mais donc Merck a lancé d'abord une première campagne qui est une enquête dans la population australienne. Quelle est la proportion des gens qui perdent leurs cheveux qui sont déprimés? Pour ensuite dire toutes les personnes qui perdent leurs cheveux sont déprimées. Donc, faut traiter la chute des cheveux. Et après, il y a eu toute une enquête pour dire si vous avez des personnes qui perdent leurs cheveux, pour prévenir la dépression, soignez-les, faites-leur prendre du finastéride. Et c'est une étude typique qui montre les pratiques excessives que peuvent avoir les pratiques commerciales de certains laboratoires pour vendre des médicaments et faire croire aux gens comme le docteur Knock qu'ils sont malades alors qu'ils pourraient très bien se porter sans. Quelques mots sur les phénomènes psychosomatiques. Alors, ça, c'est quelque chose qui a presque disparu du discours médical contemporain. En tout cas, 2020, vous lisez des publications scientifiques, elles ne s'intéressent plus aux phénomènes psychosomatiques, alors qu'elles ont eu leur développement au début du XXe siècle et jusque la deuxième partie du XXe siècle. Mais par exemple, vous avez un petit livre qui date des années 30, Les syndromes sympathiques. Il est intéressant parce qu'il commence par un schéma qui montre que vous avez la colonne vertébrale qui descend et tout au long de la colonne vertébrale, vous avez la moelle épinière et à chaque étage, vous avez des neurones qui se regroupent pour faire ce qu'on appelle des ganglions nerveux et tous ces ganglions nerveux sont reliés entre eux. Ça veut dire que vous avez des mini-cerveaux à tous les étages et qu'il peut y avoir une activité autonome de ces ganglions sans que ça passe par le cortex cérébral. Je vais vous donner un exemple qui est le réflexe oculocardiaque. Et j'avais promis à Fabrice que je raconterais un miracle que j'ai fait personnellement en imposant les mains. C'est une supercherie, je vais vous la démontrer. Vous avez le globe oculaire et à côté du globe oculaire, vous avez les ganglions nerveux qui vont gérer tout le système nerveux autour de l'œil. Il y a des relais qu'on appelle dans la chaîne, il y a des relais dans la chaîne sympathique et il faut savoir que cette chaîne sympathique gère aussi le cœur. Comment nous, étudiants en médecine, avons-nous pris connaissance de ça? Vous avez toujours l'ancien interne qui va voir l'externe et qui fait « Tiens, je vais te montrer quelque chose ». Et moi, je m'y suis prêté à cette expérience. Donc, je me suis mis les électrodes pour l'électrocardiogramme, je me suis allongé. L'interne m'a dit « Ferme les yeux », j'ai fermé les yeux.
il a mis une compresse sur chaque œil et avec ses 2 pouces, il a écrasé les globes oculaires. C'est pas très confortable. Et en même temps qu'on faisait ça, on a regardé l'électrocardiogramme. Le cœur s'est arrêté. Et mon cœur, en l'occurrence, puisque j'ai une sensibilité qu'on appelle parasympathique développée, mon cœur s'est arrêté 8 secondes. Et le cœur est un organe intelligent. Au bout de 8 secondes, il dit non, tu t'arrêtes, tu n'obéis plus à cette commande que tu viens de recevoir par la compression de globe oculaire, et mon cœur est reparti de façon autonome. Donc, le réflexe oculocardiaque, c'est si vous comprimez le globe oculaire, vous ralentissez, voire même vous arrêtez les battements cardiaques. Eh bien, c'est une technique de soin. Et bien plus tard, j'étais dans un régiment militaire et je reçois un appel, il devait être... je reçois un appel, il y avait des militaires qui faisaient un exercice et on nous appelle par la radio en disant « Un jeune fait une crise cardiaque, on vous l'amène tout de suite. » Un jeune qui fait une crise cardiaque, c'est rare, normalement ils ont un cœur en parfaite santé. Toujours est-il que je prépare ma salle, mon électrocardiogramme et je l'attends. Et les brancardiers arrivent, amènent le jeune homme, et le jeune homme avait vraiment toute la détresse du monde dans son regard et dit « Je vais mourir, je vais mourir ». Et ses collègues n'étaient pas très fiers. Moi non plus. Avec l'infirmier, on fait l'électrocardiogramme et on a un syndrome très particulier qu'on appelle la maladie de Bouvray. La maladie de Bouvray, c'est la commande électrique qui va commander le battement cardiaque. Au lieu d'envoyer un signal, elle en envoie 2. Donc, quelqu'un qui a un rythme cardiaque à 80, il a un cœur qui va battre à 160. Et donc, la signature électrocardiographique se voit tout de suite. Le cœur est à 160, mais le tracé électrocardiographique est strictement normal. Il est accéléré, mais il est strictement normal. Il n'y a pas ceux qui connaissent un peu les histoires d'infarctus, qu'on appelle des sous-décalages ou des grandes ondes amples. C'est le même schéma électrique, mais raccourci. Et j'entends encore mon infirmière qui fait « Mon capitaine, il est à 160. » ou il était peut-être à 180. Je dis à mon jeune homme « Je vais te mettre des compresses sur les yeux, je vais appuyer sur tes yeux, c'est inconfortable, fais-moi confiance. » Le jeune homme m'a fait confiance, arrêt cardiaque. J'entends mon infirmier qui fait « Le cœur s'arrête !» Et puis au bout de 6 secondes, il échappe et il revient à un rythme qu'on appelle sinusal, un rythme à 60. Et là, mon jeune homme, il a un sourire jusque-là. Tous ceux qui étaient très angoissés ont été soulagés et ils n'ont pas compris. Ils ont vu l'imposition des mains. Je vais te guérir et je l'ai guéri. Donc voilà, c'est mon miracle personnel. Voilà. Mais voyez que j'ai utilisé une connaissance du système parasympathique du cœur. Mais alors, est-ce qu'on peut consciemment, volontairement, ralentir ses pulsations cardiaques? Non. Mais, si on connaît le système sympathique et parasympathique, on sait qu'il y a des stratégies qui permettent de ralentir le cœur. Et on a tout piqué aujourd'hui, sur ceux qui connaissent la pleine conscience, par exemple, c'est l'Occident, et notamment, ça a commencé par l'Amérique, par l'Ouest, par la Californie, on a tout piqué au yoga. Si vous maîtrisez votre respiration, vous allez entraîner un ralentissement du rythme cardiaque. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la cohérence cardiaque, où vous avez aussi la respiration carrée. Et donc, j'invite tout le monde à chercher sur YouTube. Vous mettez respiration carrée, vous mettez cohérence cardiaque et vous avez des petites vidéos très sympas. Moi, j'utilise régulièrement dans mon cabinet cette petite vidéo avec de très jolies couleurs. Vous avez une petite boule blanche qui monte, inspiration. Elle descend. Et vous faites ça pendant 5 minutes. Vous analysez votre état avant, vous analysez votre état après. Et vous verrez que si vous maîtrisez régulièrement cet exercice, vous saurez par vous-même trouver de l'apaisement dans des moments où vous aurez de la tension anxieuse. Autre manifestation du système sympathique et parasympathique.
un phénomène très étrange qu'on appelle l'ophtalmie sympathique. Vous avez des gens qui ont un traumatisme à un œil, ils guérissent de ce traumatisme à un œil, mais vous avez sur l'autre œil un dépôt inflammatoire qui va faire perdre la vue. Et c'est un mécanisme qui est connu des ophtalmologues et qui fait que quand on a un traumatisme oculaire, même si l'œil qui est contralatéral n'est pas atteint, on donne un traitement immunosuppresseur pour éviter que cette réaction sympathique vienne attaquer l'œil sain. Et autrefois, ça allait même si par exemple quelqu'un avait perdu la vue d'un œil suite à un traumatisme, de sectionner le nerf optique de cet œil traumatisé de façon à ce qu'il n'y ait pas cet effet parasympathique sur l'œil, sur l'autre œil. Dans les années 40, s'est développé en Angleterre, aux États-Unis, ce qu'on appelait l'école de Chicago. Et le professeur qui a développé cette école citait le cas d'un petit garçon qui s'appelait le petit Tom. Le petit Tom avait une anomalie à la naissance qui faisait qu'il avait une anse digestive qui s'extériorisait à travers son abdomen qui n'était pas complètement fermé. Et il avait observé l'état digestif de ce jeune homme, parce qu'il est resté comme ça plusieurs années. Et donc, il observait la coïncidence entre l'état psychique de ce petit garçon et l'état de l'anse digestive qui sortait. Et quand ce petit garçon était calme et au repos, cette anse digestive était rose, nacrée, et dès qu'il était en colère, elle devenait rouge, vif, inflammatoire. Et c'était l'illustration que tous nos états psychiques sont corrélés à une transformation de l'état de notre système digestif. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on sait quelle est la part digestive, notamment avec le biote, le microbiote. Enfin, pour ceux que ça intéresse, je ne vais pas le développer là. Mais juste un mot pour vous dire que votre corps, c'est 10 puissance 13 cellules. Ces cellules qui sont les vôtres, qui ont votre identité génétique. Et parmi les milliards d'êtres humains qui circulent sur la planète, vous êtes les seuls à avoir cette identité génétique-là. Donc votre corps, 10 puissance 13 cellules qui ont votre identité. Et votre corps, ces 10 puissance 13 cellules, héberge 10 puissance 14, 10 fois plus de bactéries qui ne sont pas vous, qui vous ont été transmises dès la naissance. Et 90% de ces bactéries sont dans votre tube digestif. Pour une personne de corpulence normale, c'est un organe supplémentaire. C'est environ 1,5 kg de bactéries qui ne sont pas vous, mais qui sont en vous et qui travaillent pour vous. Et par exemple, dans votre cerveau, le neurotransmetteur de l'état de, on va dire, de bien-être, qu'on appelle la sérotonine, eh bien, il faut savoir que la sérotonine que vous utilisez dans votre corps, 70%, c'est votre biote, donc ces cellules qui ne sont pas vous, mais qui sont en vous, qui l'ont fabriquée pour vous. D'où l'intérêt aujourd'hui de toute une série d'approches pour certaines maladies, notamment les maladies inflammatoires chroniques, pour les traiter avec le microbiote. On sait par exemple aussi que pour des maladies métaboliques, comme le diabète, comme l'obésité, qu'on change le cours de cette maladie métabolique si on change le microbiote des gens. Allez, je vais me livrer un truc un peu scatologique, mais votre microbiote, où est-ce qu'on le retrouve ? Dans les fesses, dans les selles. Voilà. Et donc, on crée aujourd'hui, comme il y a des banques de sang, on crée des poo banks, pour des Américains, c'est-à-dire des banques de caca. Et sachez que, par exemple, dans les pays de l'Est, ils traitent en mettant du caca sain dans des gélules qu'on fait avaler aux gens qui ont, par exemple, des maladies inflammatoires chroniques, de façon à les guérir. C'est en plein développement. Ce que je vous raconte aujourd'hui, ça sera largement dépassé dans les 10 années qui viennent. Voilà. Je vous entends murmurer entre vous d'avoir évoqué ce sujet-là. Autre chose encore très très étonnante, et là je vais vous dire que ça fait partie des choses qui m'ont toujours estomaqué quand je les ai vues, c'est ce qu'on appelle la balance psychosomatique. On voit, quand des maladies surgissent, stopper net des maladies chroniques qui évoluaient depuis plusieurs années. Et alors,
est-ce qu'un trouble aigu, on sait le voir? Par exemple, je vous ai raconté en début de conférence, cette jeune femme qui a eu un stress et qui a eu immédiatement une réponse cutanée. Et donc, on sait aujourd'hui que pour toute une série de maladies chroniques, particulièrement les maladies inflammatoires, mais soyons clairs, toutes les maladies infectieuses vont devenir au long cours des maladies inflammatoires. Pardonnez-moi, je vais parler du Covid-19. Le Covid-19, c'est un virus qui crée une invasion et qui crée, par exemple, une altération du tissu pulmonaire. Mais chez les gens qui sont morts de Covid-19, il n'y a plus de virus depuis très longtemps. C'est la réponse inflammatoire surdimensionnée qui va entraîner la nécrose pulmonaire qui va les tuer. Donc vous voyez que notre problème sont les réponses inflammatoires du corps aux agressions qu'il subit. Comment faire cesser une réaction inflammatoire aiguë? Et on le connaît depuis très longtemps, depuis l'Antiquité. Ça s'appelle les abcès de fixation. Ça veut dire que si on crée à un endroit du corps une inflammation aiguë, l'intensité inflammatoire que vous avez sur un muscle, sur une articulation, va immédiatement diminuer. Et vous avez, par exemple, autrefois, il y a des petits coléoptères qu'on appelle les cantharides, qui ont un produit vésicant qui crée des cloques, qui crée des brûlures et des cloques importantes. Eh bien, quand quelqu'un avait une crise inflammatoire articulaire, avec par exemple un genou, alors l'inflammation, c'est la rougeur, la douleur, l'œdème, ça gonfle, rougeur, douleur, et la brûlure, l'inflammation. Et vous écrasiez une cantharide à côté et ça diminuait l'inflammation. Alors, dans l'Antiquité, par exemple, il y avait le sceau de Leucade. Donc, quelqu'un qui était très mal et notamment dérangé au niveau psychique, on le jetait du haut d'une falaise dans la mer. Les gens, la frayeur aiguë qui saisissait ces gens, les guérissait instantanément. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on dit encore que c'est comme ça qu'on traite le mal d'amour. C'est-à-dire quelqu'un qui se languit d'un amour qu'il n'a pas pu réaliser, on lui dit « va te jeter du haut de la falaise » et on dit qu'il en sort guéri. Alors, comme je suis en Corse et que vous m'honorez de votre accueil, je vais parler d'une amie corse. Et si Doumé Fabre est là, j'espère qu'il lui transmettra que j'ai bien transmis les choses. Donc, Marie-Dominique Albertini est de Vescovato. Voilà. Et c'était une aide-soignante avec laquelle j'ai beaucoup travaillé quand j'étais chef de service hospitalier. Et quand elle connaissait mon intérêt pour ces questions-là, elle dit « mais moi, j'ai une histoire ». Et elle raconte une jeune fille de son âge de Vescovato, punie par sa mère, qui la met 1h30 dans un placard. Non, il y a pire, hein. Il y a pire. Quand elle est sortie du placard, ses cheveux sont tombés. Elle a perdu tous ses cheveux, tous ses sourcils. Et elle dit c'était une jolie femme, elle a porté une perruque toute la vie. Et j'avais un autre aide-soignant qui lui est toulonnais, qui s'appelle Michel Sardot, qui me dit « mais moi j'ai une histoire ». Avant d'être aide-soignant, il travaillait dans une forge à Toulon. Il y en avait une. Et il raconte que dans la forge, il avançait avec ce qu'on appelle une lance à oxygène, de façon à faire monter la température du métal en fusion qu'ils essayaient de travailler. Et donc, en même temps qu'il utilise sa lance à oxygène, qui fond au fur et à mesure qu'on l'utilise, il y a quelqu'un qui est derrière et qui s'assure que les tuyaux suivent bien. Et il raconte qu'à un moment donné, celui qui est derrière, il ne le voit plus. Il est tombé dans le crassier, c'est-à-dire là où tombent les déchets de métal brûlant. Et il a dû avoir un réflexe de survie et il s'est appuyé sur la petite croûte de métal en fusion suffisamment pour pouvoir bondir et s'accrocher au bord. Il dit on ne voyait plus que 2 mains. Donc avec d'autres camarades, immédiatement, ils vont hisser le camarade, ils lui enlèvent son équipement et sa cagoule et il me dit
je l'ai vu jaunir d'un coup. La jaunisse de peur, c'est connu aussi ce phénomène. Et donc vous avez, qui dit jaunisse, ça veut dire que un phénomène inflammatoire instantané a fait exploser les cellules du foie, libérant la bilirubine dans le sang, qui est venue après ça se montrer sur la peau et sur le blanc des yeux. Toujours ces phénomènes de balancement psychosomatique, et vous avez le principe de traiter une maladie par une autre. Et donc, pendant très longtemps, l'une des disciplines les plus malheureuses en médecine, parce qu'on n'avait pas de médicaments, eh ben, c'était la maladie mentale, la psychiatrie. Et donc, on a su, par exemple, on avait remarqué, ça c'est la médecine qui faisait toujours des observations et des corrélations, il y avait une maladie qui est liée à une bactérie qui s'appelle la syphilis. La bactérie s'appelle le tréponème pâle. La maladie se transmet essentiellement par contact sexuel. La syphilis a disparu presque depuis qu'on a la pénicilline. Mais avant, c'est une maladie qui a emporté Chopin, Musset, beaucoup de nos grands auteurs, Baudelaire, etc. Et la forme finale de cette maladie, donc la syphilis, c'est d'abord une maladie de peau, puis ça devient ensuite une maladie inflammatoire. Il n'y a plus le tréponème, ça fait longtemps qu'il n'est plus dans le corps, mais la maladie inflammatoire continue et va attaquer le cerveau. Et ça donnait une forme de démence très particulière qui se caractérisait notamment par la mégalomanie. Eh bien, on s'est rendu compte que les gens qui avaient ces phases de syphilis tertiaire, si j'avais eu, au cours d'un voyage, contracté le paludisme, qu'on appelait à l'époque la malaria. Donc le paludisme, c'est un petit parasite qui vient faire exploser les globules rouges du sang. Eh bien, si des gens avaient le paludisme et qu'ils faisaient une crise palustre, c'est-à-dire dans une grande crise de fièvre et de frissons, faut exploser plein de globules, eh bien, ils sortaient de la crise, qui dure en général 2-3 jours, ils sortaient de la crise avec une rémission complète de ces symptômes qu'on appelait la paralysie générale. D'où l'idée d'un médecin autrichien, celui que vous avez avec la moustache, qui s'appelle Wagner von Joreg, d'impaluder ses patients, c'est-à-dire il leur inoculait une maladie, avec l'espérance que ces patients fassent des crises palustres et qu'ils guérissent. Ce qui s'est produit, et ce qui fait que Wagner von Joreg a dû avoir le prix Nobel, je pense, dans les années 30. On s'est rendu compte aussi que les patients qui avaient de grands désordres neuropsychiatriques, s'ils étaient diabétiques, s'ils faisaient un coma hypoglycémique, c'est avec une chute brutale du taux de sucre dans le sang, quand on les resucrait, quand on les faisait sortir de leur coma, ils étaient très nettement améliorés. Et ça a donné ce qu'on appelle les cures de Sackel, où on injectait de l'insuline en forte dose aux patients, ça les plongeait dans un coma hypoglycémique. Alors je vais vous dire que la cellule, elle n'aime pas, hein, parce que qui dit privation de glucose, c'est privation des éléments avec lesquels la cellule fonctionne. C'est l'énergie de la cellule, le glucose. Et on les resucre abondamment, c'est ce que vous voyez là, fait par les infirmières, et vous avez les patients qui sortaient améliorés. Et la forme la plus actuelle maintenue, c'est ce qu'on appelle l'électrochoc, c'est-à-dire on s'est rendu compte que des gens qui étaient épileptiques, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce d'orage électrique qui occupait la totalité du cerveau, quand ils sortaient de leur crise d'épilepsie, ils allaient mieux. Et donc l'électrochoc, alors ça a été mal présenté, notamment il y a un film que j'aime beaucoup pourtant qui s'appelle Vol au-dessus des coucou, où on présente l'électrochoc comme une répression, comme une punition. L'électrochoc, ça se fait sous anesthésie générale. Et j'en ai pratiqué. À l'époque, c'était à Paris, justement, à l'hôpital du Val-de-Grâce. Et je vous raconte, j'étais pas quelqu'un de particulièrement gourmand de cette technique de soins. Mais je me souviens d'un homme qui avait un état mélancolique, convaincu qu'il allait mourir, qui n'avait qu'une idée en tête, c'était d'aller se suicider. Les différents traitements avaient échoué. On se lance dans une cure d'électrochoc, il en faut à peu près une quinzaine. On fait entre 2 et 3 électrochocs par semaine. L'hospitalisation dure 3 semaines. Et à la 3e séance, donc je descends en salle d'anesthésie, puisque ça se fait... Il y a des grands services où c'est l'anesthésiste qui monte en psychiatrie. Moi, je n'avais pas cette chance-là, donc on était obligé d'aller en anesthésie.
Et je restais auprès de mon patient jusqu'à son réveil. Et je me souviens toujours, la 3e séance, mon patient me regarde, un soulagement dans les yeux qui me fait « Docteur, je renais ». Voilà, donc qu'on soit pour ou contre les électrochocs, en tous les cas, vous avez ces patients qui vous racontent le bienfait de cette... Alors vous l'avez typiquement, là c'est l'inverse, c'est un effet de corps salutaire sur une souffrance psychique. Après, les phénomènes psychosomatiques, il y en a plein, mais il y a des questions très simples. Voilà. J'ai pris en charge beaucoup de gens qui avaient vécu des accidents, des catastrophes, des blessures, et il y a un truc qui me fascine. Chaque fois que je les vois en consultation, ils disent « Je sais 48 heures à l'avance, il va pleuvoir ». Et ils sont plus fins que la météo. Et ils ne se trompent jamais. Mais quand on réfléchit, qu'est-ce qui fait qu'un tissu osseux qui a été délabré, qui a été longtemps inflammatoire, qui maintenant s'est ressoudé, les gens n'ont plus... Enfin, vous avez quand on fait une radio, il y a le cal osseux, la peau est normale, les muscles autour sont normaux, mais quelque chose fait qu'ils sentent une douleur dès qu'il y a de l'humidité qui va arriver dans l'air. C'est pas qu'il y a l'humidité, c'est l'humidité va arriver. C'est des vrais baromètres. Ben, c'est des phénomènes que je ne peux pas expliquer. Alors, c'est d'une banalité, vous dire pourquoi on va se casser la tête. Mais il y a là une question sur le phénomène psychosomatique. Qu'est-ce qui l'explique? On ne le sait pas. Et je me rappelle, j'avais un oncle qui était un cardiologue de grande réputation à Nice, qui s'appelait le docteur André Varenne. Je me souviens toujours, je me promenais avec mon oncle, j'étais assez jeune, et puis il y avait les femmes qui étaient avec nous, on se promenait. Et puis à un moment donné, il y en a une qui éternue, et mon oncle qui fait « C'est curieux. Qu'est-ce qui fait que quand on attrape froid aux pieds, on a un rhume ?» Alors, ça peut paraître... Moi j'avais noté cette phrase, parce que ça peut paraître désuet comme question, mais c'est une bonne question. Et la science n'a pas la réponse. L'image mentale du corps. Alors, s'il y a une chose que j'ai développée et que j'utilise beaucoup dans les soins de tous les jours, c'est celle-ci. La représentation que je me fais de mon corps. Et c'est très important parce qu'on peut guérir des gens en soignant l'image mentale du corps. Enfin, je vous le dis tout de suite, par exemple, quand vous aidez quelqu'un par l'hypnose à se représenter leur corps. Par exemple, j'ai une psychologue dans mon service, comme en dessous de moi, j'ai un collègue qui était professeur agrégé du Val-de-Grâce de chirurgie traumatique et qui est maintenant une pointure de la chirurgie de la main. Dès que quelqu'un a des séquelles douloureuses d'une blessure à la main, il l'envoie à ma psychologue qui fait de l'hypnose fragmentaire. C'est-à-dire que les patients ne sont pas dans un état d'hypnose conscient, mais les patients s'auto-hypnosent la main et sont capables de faire diminuer la sensation douloureuse au niveau de leur blessure. Alors, il y a une expérience qui était d'abord une expérience de foire, mais qui a été très explorée par les neurosciences, qui est la main de caoutchouc. Vous prenez une personne et vous la mettez dans un système tel... Alors, est-ce qu'on voit mieux là? Voilà, vous le voyez mieux là. Le vrai bras de la personne... Alors, il s'agit pour cette personne, on s'occupe de son bras droit. Son bras droit, elle le met derrière un écran. C'est ce que vous avez le plus à gauche. Et un drap, on a mis un drap sur son corps, et du drap, on fait ressortir une main en caoutchouc. Et donc, elle voit la main en caoutchouc comme si c'était sa vraie main. Donc, elle ne voit pas sa vraie main qui est masquée par l'écran. Elle voit comme sa vraie main une main artificielle qui sort du drap. Et pour accélérer cette illusion, l'expérimentateur va en même temps, avec un pinceau, frotter simultanément les mêmes endroits des deux mains. Ce qui fait qu'au bout de 2-3 minutes, pas très longtemps, la personne a vraiment la sensation que la main qu'elle voit est la sienne, sauf que c'est la main en caoutchouc. Et là, ce qu'il faisait dans les foires, c'est qu'il prenait un marteau et il donnait un grand coup de marteau sur la main en caoutchouc, où il prenait une aiguille et il piquait vivement l'aiguille. Faites YouTube, vous faites rubber hand, et vous verrez, vous avez quelques vidéos, vous avez des gens qui sursautent, qui hurlent de douleur. Donc, quand j'écrase la main en caoutchouc d'une personne à laquelle on a donné l'illusion que cette main en caoutchouc c'était la sienne, elle réagit à une stimulation douloureuse qu'elle a réellement perçue.
Si je fais une analyse électroencéphalographique ou par imagerie médicale de ce qui s'est passé au niveau du cerveau, elle a une représentation de la douleur qui lui a donné mal. En quelques minutes, on a agi sur l'image du corps et on a réussi à lui faire intégrer une sensation douloureuse qui ne devait pas arriver. Eh bien, moi, c'est cette opération qui me fascine. En quelques minutes, l'image du corps, parce qu'on l'a transformée, va agir sur la réalité de sa perception corporelle. Autre chose qui montre aussi l'image du corps, ça c'est une enquête qui a été faite aux États-Unis chez des gens qui avaient de la chirurgie cardiaque pour réparer des valves cardiaques, parce qu'ils avaient des fuites valvulaires, ce qu'on appelle insuffisance aortique, insuffisance mitrale. On faisait dessiner à ces gens, on leur faisait dessiner leur cœur. Et on a remarqué une grosse coïncidence où dans les dessins, les gens qui dessinaient leur cœur faisaient des traits qui n'étaient pas jointifs. Et on leur représentait le dessin après la chirurgie en leur demandant « Est-ce que vous pouvez voir sur ce dessin, nous représenter ce qu'on a fait ?» Et quand les gens redessinaient leur cœur, ils veillaient à refaire leur cœur parfaitement jointif, sans fuite. Ça veut dire que les gens avaient une image du cœur avec leur fuite et qu'après la réparation du cœur, ils avaient une image, je parle bien de l'image du cœur, qui était totalement réparée dans leur esprit. Alors, je vais vous parler de deux phénomènes spectaculaires. Le premier, c'est la grossesse nerveuse. Alors, malheureusement, j'ai été de la génération de médecins qui a vu apparaître l'échographie. Donc, quand quelqu'un dit « je suis enceinte », on a les bêta-HCG d'un côté, on a l'échographie de l'autre, et on peut tout de suite les répondre oui ou non, et même on peut dater sa grossesse. Mais quand il n'y avait pas l'échographie, alors la grossesse nerveuse, ce n'est pas un phénomène proprement humain. C'est très fréquent chez les caprins, et c'est fréquent chez les chiens et chez les chats aussi. Les vétérinaires vous en parleront beaucoup. Et c'est assez spectaculaire. Écoutez bien, pouvoir de l'esprit sur le corps. L'idée d'être enceinte va entraîner une action hypophysaire qui va modifier la présence des hormones féminines, de la progestérone et de l'œstrogène, et vous avez une commande de l'utérus qui va se mettre à garder de l'eau. Et l'utérus va croître à la vitesse de la grossesse, comme si le corps savait à quelle vitesse ça va une grossesse. Et vous avez donc un arrêt des règles, une augmentation du volume de l'utérus abdominal qui croît au fur et à mesure de la grossesse, à raison d'environ 1 cm par mois. Et vous avez un début des seins qui se forment pour la lactation. Marie, tu dors. Alors, il faut savoir qu'il y avait d'autant plus de grossesse nerveuse qu'il y avait un impératif pour que la personne fût enceinte. Marie, tu dors est connue pour avoir fait beaucoup de grossesses nerveuses. Mais l'histoire la plus belle, alors je l'ai lue qu'une seule fois, je n'ai pas retrouvé pour vous en donner des précisions, mais je vous la livre telle quelle. Le royaume du Danemark a cette particularité que c'est la famille régnante et régnante depuis plus de 1000 ans. Donc vous imaginez le poids sur la reine qui doit impérativement donner un héritier. Alors nous, en France, on n'a plus le droit, mais enfin, il suffit de regarder l'appétit avec lequel on suit les histoires d'Angleterre pour savoir qu'on est toujours intéressé pour savoir est-ce qu'il va y avoir un petit garçon ou une petite fille dans la famille royale. Au royaume du Danemark, une reine a développé une grossesse nerveuse telle que les chirurgiens du roi affirmaient qu'elle était enceinte. Alors je peux vous dire que tout le monde était heureux et qu'elle avait même eu au terme des contractions. Et que dans Copenhague, on a annoncé l'arrivée de l'enfant. Les cloches ont sonné à la volée. Et il n'y a pas eu d'enfant. Et donc, ce que je vous disais, disparaît avec l'échographie. Donc, c'est quelque chose qui peut exister encore, mais dans les pays où il n'y a pas l'échographie pour suivre les grossesses. Vous avez un problème parallèle qui est le déni de grossesse. Et je l'ai évoqué avec notamment des sages-femmes et des sages-femmes qui font de l'aptonomie, pour ceux qui connaissent cette technique thérapeutique d'accompagnement des grossesses
et que je recommande bien évidemment. Et je me souviens d'un patient qui me dit qu'il y a eu une crise dans la famille parce que la fille avait un arrêt des règles depuis 7 mois. 7 mois qu'elle était enceinte. Et le corps plat. Rien. Et comme elle se préoccupait de l'arrêt des règles, elle va voir le gynéco lui fait les bêta-HCG, le taux de bêta-HCG, c'est madame, mais vous êtes enceinte de 7 mois. Crise familiale. Puis finalement, les parents disent, écoute, tu t'apaises, l'enfant, on le garde, et s'il faut, on s'en occupera, et on t'aidera à l'élever. Et le père me dit, en 2 jours, le bébé est apparu. Et je racontais cette anecdote à mon amie sage-femme, et je lui dis, mais où il est le bébé? Dans les délits de grossesse, où il est le bébé? Et elle m'a répondu cette phrase, il se planque. Et c'est là que vous voyez, alors pour ceux qui connaissent la pratique de l'autonomie très intéressante, c'est là qu'on voit aussi tous ces aspects d'interaction corporelle et cet effet de surprise. Le père qui me dit, on ne voyait pas que ma fille était enceinte, on lui apprend qu'elle est enceinte, bon, grosse crise familiale qui s'est bien gérée. 2 jours après, elle a le ventre rond d'une femme normale enceinte de 7 mois. Encore une histoire assez étonnante, alors qui va agacer les femmes. Je vous prie de ne pas en prendre ombrage. Mais le phénomène de la couvade est spectaculaire. La couvade, c'est au fur et à mesure que la femme développe sa grossesse, l'homme a des nausées. Il n'est pas bien, il se couche. Au moment de l'accouchement, il a mal au ventre, il attire l'attention des médecins, et alors que la femme a accouché, l'homme reste au lit. Alors la couvade, par exemple, Louis XVI, à chaque grossesse, mais ça c'est historiquement prouvé, à chaque grossesse de Marie-Antoinette, Louis XVI il s'est couché avec des douleurs abdominales terribles. Mais j'ai écumé les livres de médecine pour essayer de trouver un témoignage, et j'en ai trouvé un. Mesdames, ne m'en veuillez pas, je vous restitue ce témoignage. C'est un médecin français qui a été en Amazonie et qui dit qu'il va dormir dans un village, et dans ce village, il a une case à côté d'une autre où il y a une femme enceinte près de l'accouchement. Le lendemain matin, quand il se lève, il n'a rien entendu. Et il voit la femme qui est en train de donner des soins au nouveau-né dans la rivière, la femme totalement valide, totalement potente, etc. Par contre, tout le village était autour du monsieur, qui était au lit, qui avait fort mal et qui exigeait beaucoup de présence pour l'aider. Alors moi, je lis ça en souriant. Ma femme me pardonnera, mais ça agace ma femme quand je raconte cette histoire. Donc, tout ça, c'est l'image mentale du corps, hein, la représentation mentale. Et bon, c'est quelque chose tout simplement que vous pouvez comprendre avec l'empathie. Voilà. Quand quelqu'un a mal, mais l'empathie, alors je ne suis pas long là-dessus aujourd'hui, mais l'empathie existe chez les animaux. Et c'est fascinant. Quand vous avez un animal en détresse, un prédateur puissant et redoutable peut prendre des postures, j'allais dire quasi maternelles. C'est-à-dire qu'un prédateur peut tuer une gazelle, et s'il voit le petit de la gazelle qui n'a plus sa mère, le prédateur, la lionne en question, elle va se préoccuper du petit, le lécher, le redresser et le pousser pour aller vers la horde. Alors, il y a la question très intéressante, toujours sur l'image mentale du corps, par exemple du membre fantôme. Alors ça, c'est une observation très courante. Ce sont des gens qui sont amputés et qui vous disent, on va dire par exemple amputé de la jambe gauche, et qui disent « j'ai mal parce que j'ai une crampe dans le pied gauche ». Il n'a plus son pied gauche, mais il a mal, il a une crampe, et moi, médecin, ma responsabilité, c'est qu'est-ce que je peux faire pour soulager cette douleur. La jambe gauche, il ne l'a plus, mais la douleur, elle est présente. Et donc, c'est une découverte plutôt récente en médecine, c'est avec la neurochirurgie, ça s'est développé, je pense, dans les années 40. C'est un médecin canadien, un chirurgien canadien, qui opérait, alors vous avez une image, je crois que c'est dans le journal Le Monde cette semaine, où on voit un violoniste, je pense que c'est une violoniste, pour ceux qui ont vu l'image, qui se fait opérer d'une tumeur cérébrale. Donc, il y a le champ derrière sa tête qui est là, et on devine que le chirurgien est en train de faire sa tête. Et cette femme, au bloc chirurgical, joue du violon. Parce que le neurochirurgien veut essayer au maximum de respecter les aires cérébrales
qui permettent la réalisation de la musique. Donc ce chirurgien canadien qui s'appelait Penfield, alors vous savez que le cerveau, très paradoxalement, c'est un organe qui n'a pas de sensorialité. C'est-à-dire que vous pouvez toucher le cerveau, on ne sent rien. C'est assez fabuleux d'imaginer que cet organe si élaboré, on peut toucher le cerveau, les gens auxquels on touche le cerveau ne sentent rien. Mais si on touche une partie du cerveau, ils disent « Ah, je sens que quelque chose dans le petit doigt ». Et donc, Penfield a promené sa sonde le long des aires ici pariétales et il découvre que nous avons projeté sur le cerveau, de l'intérieur du sillon vers l'extérieur, toute une projection du corps. Et donc, il appelait ça l'homunculus. Ça veut dire que nous avons dans notre cerveau, à droite et à gauche, une projection de notre hémicorps moteur et de notre hémicorps sensitif. Donc, si je suis sur l'hémicorps sensitif et si je vais appuyer sur la zone, par exemple, où vous avez la main, les gens vont vous dire « Ah, je sens que vous touchez ma main ». Non, on ne touche pas sa main, mais on touche la zone de projection sensorielle du corps. Et si jamais on fait la même chose du côté de là où il y a les aires motrices, vous avez le pouce qui bouge. Donc, l'explication du phénomène du membre fantôme, c'est que le corps, la partie du corps est absente, mais sur l'homunculus, vous continuez à avoir la projection du corps. Et dans les histoires de membres fantômes chez des gens qui ont été blessés, très souvent, ils disent « Je sens l'état du membre dans la position dans laquelle il était au moment où j'ai eu l'accident. » Et vous avez aujourd'hui, de façon très spectaculaire, des gens qui vont demander une chirurgie pour changer l'image du corps. Alors, je suis intervenu dans un congrès de chirurgie esthétique où on vous demandait « Parlez-moi des patients difficiles ». Ben, vous avez des patientes qui arrivent, qui ont un chirurgien plasticien. « Je voudrais des sourcils en accent circonflexe », qui montre une photo. Bon, aujourd'hui, il y a des tatouages permanents pour les sourcils. Mais vous vous doutez bien que le chirurgien, il est perplexe quand on lui demande « C'est pas une disgrâce ». Mais les gens ne veulent pas le corps tel qu'il est fait là et demandent un corps tel qu'il correspond à des schémas. J'ai eu une amie, chirurgienne esthétique, le docteur Rivaldi, qui m'a raconté une consultation où la jeune femme est arrivée avec un soutien-gorge, l'a mis sur le bureau médical, voilà, je voudrais que vous fassiez des seins qui rentrent là-dedans. Et quand vous regardez, alors, je vais vous raconter celle-là, parce que voilà un patient difficile. C'est un copain stomato qui me dit « À l'aide, viens vite, j'ai un problème dans mon bureau ». J'arrive dans son bureau et la femme avait pris des ciseaux et c'était scarifier le corps. C'est des photos que j'ai prises sur Internet. Hein. Je ne suis pas arrivé avec mon appareil photo pour prendre des photos de la dame. Mais c'était à peu près ça. En résumé, cette femme était venue voir ce chirurgien parce qu'elle avait vu sur Internet que c'était un bon chirurgien. Et elle demande ce qu'on appelle une plastie abdominale, c'est-à-dire d'enlever les petits bourrelets qu'elle trouvait disgracieux sur son ventre. Je rappelle les maladies et les non-maladies. Les bourrelets sur le ventre, on va dire c'est une non-maladie. Hein, voilà. Et il s'est rendu compte que c'était une patiente à problème. Que quoi qu'il fasse, il va avoir des ennuis avec elle. Et donc, il a un peu triché, ce chirurgien, et il dit à l'anesthésiste « Trouve-moi un prétexte pour que je ne l'opère pas ». Et l'anesthésiste lui dit « Voilà, alors il va chercher dans le bilan sanguin une anomalie minime de la coagulation. » Bon, qui n'aurait pas empêché qu'on l'opère. Mais il va s'appuyer sur cette anomalie sanguine minime pour dire « je ne vous opère pas ». Elle a pris une colère « ah, je ne coagule pas ». Vous allez voir. Hop, elle prend les ciseaux et elle commence à s'entailler le ventre. Et elle dit « si vous ne m'opérez pas, je sors et je me jette sous un bus ». Et le chirurgien qui dit « Patrick, viens dans mon bureau, j'ai besoin d'aide ». Et cette femme raconte qu'elle n'avait plus rien dans l'existence. C'est une femme qui n'avait une vie de famille, je crois qu'elle n'avait plus que son fils, mais son fils ne voulait plus la voir, elle n'avait plus de métier, plus de revenus, et en fait, elle dit « je n'avais qu'une seule entreprise dans ma vie, je me suis fait refaire les lèvres, je me suis fait refaire le nez, je me suis fait refaire les seins, et j'en étais là à vouloir me refaire le ventre, et vous m'empêchez de mener à bout mon projet. » Bon, vous doutez bien qu'il vaut mieux ne pas l'opérer, cette dame. Mais voilà un peu les patients et les crises qu'ils peuvent avoir
par rapport à l'image du corps. Mais alors, je vais y aller rapidement. Ceux qui veulent l'histoire complète, elle est publiée sur Internet, enfin, elle est publiée dans des revues de médecine, puisque je me vante d'être le premier médecin français qui ait décrit un cas de BIID, Body Integrity, l'autre, je ne sais plus, disorder, trouble de l'image corporelle. Et c'est de là, et c'est de cette patiente que j'ai été très attentif aux images mentales du corps. Cette patiente est arrivée aux urgences avec des brûlures sévères au niveau d'une jambe et on apprend qu'elle a mis sa jambe dans de la neige carbonique pendant 5 heures de façon à obtenir des gelures suffisamment sévères pour qu'on lui ampute la jambe à mi-cuisse. Donc vous doutez bien qu'elle fait de la réanimation, puis de la chirurgie, et on demande l'avis du psychiatre. Et curieux comme je suis, j'ai dit, j'y vais, je vais voir. C'est une patiente normale, comme vous et moi. Vous la rencontrez dans la rue, vous ne vous diriez à aucun moment qu'elle a une pathologie. Mais elle m'explique que depuis qu'elle est toute petite, elle aime jouer en étant accroupie et en mettant sa robe au-dessus de ses jambes de façon à ne pas voir ses jambes. Elle dit, ces jambes me dérangent, elles me gênent. Elle dit, voyez, et elle me montre, avec son stylo, elle fait une ligne, elle fait, voyez, au-dessus de cette ligne, c'est moi. Mais ça, c'est pas moi, je n'en veux pas et je suis mal à l'aise avec ça. Et elle a ça au niveau des 2 jambes. Et elle demandait à ce qu'on puisse l'amputer. Vous savez qu'il y a une loi qui interdit qu'on mutile inutilement un corps sain. C'est-à-dire que la seule chose qui est justifiée en France qu'on ampute un membre, c'est la nécrose de ce membre ou c'est le risque infectieux que fait peser le membre, etc. Et elle, nous avions un chirurgien qui s'opérait des brûlés, qui nous a montré, quand on a fait différentes conférences en France sur ce sujet, bon, j'ai associé mes collègues à ces publications, et mon collègue chirurgien montrait des gens très sévèrement brûlés par des accidents de la vie, qu'il avait totalement restaurés, et qui dit il n'y avait aucun argument pour qu'on ampute cette patiente. Et cette patiente, je l'ai ensuite envoyée à Marseille dans un service de neurosciences où j'avais émis l'hypothèse suivante. Et si c'était un syndrome des amputés inversés, ça veut dire qu'elle a vraiment le membre, mais qu'il pourrait y avoir une agénésie de la projection de Penfield au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de représentation du cerveau de la jambe qui existe réellement. Et on a fait des explorations avec les moyens que nous avions, on n'a détecté aucune anomalie. La patiente avait accepté qu'on fasse ces explorations parce qu'elle espérait bien qu'on pourrait donner un blanc-seing à un chirurgien. Le chirurgien, vous lui dites de couper, il coupe. Donc, elle avait trouvé des chirurgiens qui disent, moi, écoutez, si les psychiatres disent qu'il n'y a pas de contre-indication à cette intervention, moi, je vous soulage. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette maladie qui avait été décrite, notamment en Angleterre, avec des chirurgiens qui disaient, écoutez, ces gens sont tellement mal qu'ils veulent s'amputer. Autant le faire proprement, sans douleur, sans qu'il y ait des risques pour leur vie, plutôt que de les amener à souffrir et à mettre leur vie en danger, à détruire le membre dont ils ne veulent plus. Il y a une histoire où quelqu'un est mort d'avoir mis sa jambe sous le passage d'un train pour obtenir l'amputation de sa jambe. Mais j'ai regardé sur Internet, je m'aperçois que cette patiente avait des comptes sur les réseaux sociaux avec un pseudo, mais qu'il identifiait parfaitement, dans lesquels elle disait « j'ai déjà été opérée », ce qui n'était pas la réalité. Et sur certains réseaux sociaux, elle se présentait comme amputée, voire même comme bi-amputée. Et là, j'ai pris un coup sur la tête. Donc, cette patiente, je l'avais déjà vue depuis 3-4 ans, mais pour mettre à jour un peu mes données, je regarde sur Internet et je vois qu'il y a une série américaine qui s'appelle Nip Tuck, qui est une série américaine sur les chirurgiens. Et je vois Nip Tuck, BIID, Body Integrity, je ne sais plus quoi, Disorder. Et je regarde, grâce à Internet, on a accès à tout, et je regarde cet épisode, c'est l'histoire de ma patiente. C'est le même système de neige carbonique. C'est la même analgésie. Elle a pris les mêmes drogues au même moment. Elle a fabriqué la même boîte à neige carbonique. C'est son histoire.
Alors, soit c'est son histoire que des scénaristes ont trouvée sur Internet et qu'ils ont reproduit dans le feuilleton, soit c'est ma patiente qui a vu ce feuilleton et qui a eu cette histoire. Toujours est-il que cette patiente aujourd'hui a trouvé un chirurgien qui lui a amputé une jambe et vous regardez Body Integrity Identity, voilà, identité. Body Integrity Identity Disorder, et peut-être vous la verrez. Voilà. Et vous avez ces gens qui exigent qu'on leur ampute des membres. Je dois vous dire que pour un médecin, c'est très, très perturbant. Mais vous savez, aujourd'hui, vous avez une offre chirurgicale qui vous offre tout. Donc, vous voulez ressembler à Barbie, eh bien, vous faites Valeria Lukianova sur Internet, vous verrez Barbie. Vous voulez Ken, eh bien, vous regardez ceux qui sont Ken. Et vous avez des gens aujourd'hui qui se présentent sur Internet avec des chirurgies du corps qui sont des vraies monstruosités. Voilà, ça c'était après le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui connaissent, c'est développer une demande pour avoir une chirurgie des oreilles, pour avoir des oreilles, ça s'appelle, vous faites Elphic Ears, et vous regardez tous ceux qui ont demandé une chirurgie pour avoir des oreilles d'elfe. Très rapidement, très rapidement, quelques notions, alors on va finir sur un miracle, on prendra un temps sur un miracle, mais quelques notions pour faire tomber ce que l'on croit du vieillissement et de la mort. Vous avez cette très très belle histoire grecque qu'on appelle le paradoxe du bateau de Thésée. Donc Thésée, héros grec qui met à mort le Minotaure et libère l'île de cette terreur et qui rentre vainqueur de sa quête à Athènes. Et comme Thésée va devenir roi d'Athènes, est un héros, son bateau est hissé hors de la mer et devient un monument à la mémoire de la victoire de Thésée sur le Minotaure. Le temps passe, ce bateau se dégrade, donc on change le pont, on change les planches qui pourrissent. Et au bout d'un certain temps, la question est la suivante. Le bateau que vous avez sous les yeux, dont les pièces ont été changées, est-ce que c'est toujours le bateau de Thésée? Ou est-ce que ça n'est plus le bateau de Thésée puisqu'il n'y a plus le moindre petit bout de bois qui soit original? Ben, votre corps, c'est exactement pareil. Votre corps, aujourd'hui, à 95%, n'a rien de commun avec ce qu'il était il y a un an. En 2 mois, toutes les molécules d'eau de votre corps ont été renouvelées. Les globules rouges ont une durée de vie moyenne de 3 mois. C'est-à-dire que tous les 3 mois, il n'y a plus un seul vieux globule rouge plus vieux de 3 mois dans votre corps. Les globules blancs, qui sont des globules qui apparaissent pour réagir à l'infection, ont une durée de vie de quelques jours, sauf certains, qu'on appelle les plasmocystes, et qui sont la mémoire immunitaire. Ces quelques cellules qui ne meurent jamais et qui se souviennent où est l'immunité du tétanos, où est l'immunité de la polio, etc. Et notamment, chaque fois que vous avez eu une vaccination, on a mis en place une mémoire immunitaire dans votre organisme et vous avez ces cellules qui s'en souviennent. L'épiderme de votre peau, vous savez que vous laissez des squames de peau régulièrement et votre peau est changée très régulièrement. Et donc, aujourd'hui, hormis le programme génétique qui est le vôtre depuis l'œuf, depuis la fécondation, 9 mois avant votre naissance, hormis ce programme génétique qui a été répété, aucun élément matériel de votre corps, aujourd'hui, n'est original. Et pourtant, chaque matin, quand vous vous réveillez, si vous êtes en bonne santé mentalement, vous dites « c'est moi, je suis le même ou la même qui a 5 ans, qui a 10 ans, qui a 20 ans ». Et donc, chose très étrange, qu'est-ce qui se maintient en nous alors qu'aucune substance matérielle ne s'est maintenue au fil du temps? Et donc, c'est là qu'on intervient notamment, il y a autre chose, ça s'appelle le vivant, c'est le mystère, alors tout ça c'est le mystère de la génétique, le miracle du vivant que nous voyons tous les jours. On s'est intéressé au processus du vieillissement, parce que donc le vieillissement,
Eh bien, c'est un programme. On ne vieillit pas par usure. Enfin, l'usure nous fait vieillir quand même. Mais ce qui nous fait vieillir et ce qui nous transforme dans le vieillissement, c'est pas l'usure, c'est le programme. Il est inscrit dans notre cellule que nous vieillissions et même que nous mourions. Parce que l'idée du vivant, c'est quelque chose d'immatériel qui se transmet. Et vous regardez comment est le vivant sur cette planète, c'est la seule fonction du vivant, c'est de se perpétuer. Ça veut dire de fournir un vivant identique ou semblable. Qu'est-ce que le rajeunissement? Alors on a pris des souris, alors je vous ai fait la transposition, c'est des souris de 6 mois et on prend des souris de 20 mois. Ça veut dire que c'est comme si on prenait du plasma d'hommes de 20 ans ou qu'on injectait ce plasma à des hommes de 75 ans. Et notamment, l'une des façons d'observer le vieillissement, c'est le nombre de connexions que vous avez dans le cerveau. Eh bien, on s'aperçoit que si je mets du plasma de souris de 6 mois pour remplacer le plasma de souris de 20 mois, eh bien, je les rajeunis. Ça veut dire que j'obtiens une augmentation du nombre de connexions dans le cerveau. Que si je fais cette même opération, mais que je fais chauffer le plasma, je ne les rajeunis pas. Ça veut dire qu'il y a dans le plasma des souris de 6 mois une substance sensible à la chaleur qui permet le rajeunissement. En même temps, nous sommes un programme génétique. Et comme je vous l'ai dit, ce programme génétique fait que nous vieillissons. Et c'est inscrit dans notre programme génétique que nous vieillissons. Et quand on a fait le clonage, vous venez tous de la brebis Dolly, la première brebis clonée. Eh bien, Dolly est morte de vieillesse à 6 ans, perd plus de rhumatisme, alors que la durée moyenne d'une brebis en bonne santé, c'est au moins 12 ans. Ça veut dire que quand on clone une cellule, le nouveau-né a déjà l'âge génétique de celui dont on a pris la copie pour le reproduire. Donc on sait que si on veut cloner un organe, le problème c'est que l'organe qu'on va avoir, on le croit jeune, mais génétiquement, il a déjà le programme de son vieillissement. Et quelques mots encore sur cette protéine fabuleuse qu'on appelle la protéine P53. La protéine P53, elle a une fonction dans l'organisme. Elle va scanner une à une toutes les cellules. Et dès qu'elle voit une cellule cancéreuse, elle l'élimine. Ça veut dire que nous avons dans notre organisme un système qui scanne tous les cancers débutants et qui les enlève. Qu'est-ce qui fait qu'on fait des cancers à 60 ans? Eh bien, on s'aperçoit que ou 60, 70 ans, ou 80 ans, en tous les cas, il y a statistiquement, avançant dans l'âge, on avance dans la probabilité d'avoir une cellule cancéreuse qui se développe. Eh bien, on s'aperçoit qu'une fois sur deux, chez les gens qui développent un cancer, notre organisme a inactivé les 2 protéines P53. Alors, comment ça se passe dans le monde animal par rapport à cette protéine? Eh bien, l'éléphant, il a dans son génome 20 protéines 53 et l'éléphant ne fait quasiment jamais de cancer. Donc là encore, il y a des pistes à développer avec la protéine P53. La mort est très intéressante. Et alors là, c'est des effets, comment le corps, au moment de la mort, va entraîner des phénomènes spectaculaires. Cette histoire est racontée par Sven Follin dans un livre qui s'appelle « Vivre en délirant » qui est paru il y a une trentaine d'années. Il raconte la chose suivante. Il est jeune étudiant en médecine et il est dans un service de psychiatrie où il y a une femme très délabrée par la maladie mentale qu'on va qualifier de folle furieuse. Cette femme, ça fait des années qu'elle est entravée pour ne pas griffer, pour ne pas taper, pour ne pas se mutiler, pour ne pas se mordre, qui est constamment dans une furie à pousser des cris et à essayer de donner des coups. Il est jeune psychiatre, animé par ce mouvement psychodynamique avec la psychanalyse, etc. C'était juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50. Et il dit, je vais voir si on ne peut pas faire autrement avec elle. On lui dit, détachez-la. Il la détache et c'est une fureur qui casse tout, qui tape, qui se mutile. Et lui-même a regret et il est obligé de consentir à ce qu'à nouveau,
on lui remet des entraves. Cette femme a une tuberculose, qui était encore des maladies il y en avait beaucoup dans le monde psychiatrique, surtout où pendant la guerre, les malades avaient été très dénutris et très mal par rapport à cette maladie. Et il sait que cette femme est en train de mourir de la tuberculose. Un jour, il va à ses cours à la faculté ou à ses séminaires, et quand il rentre le soir, il voit l'équipe qui est bouleversée. Cette femme est morte. Mais la dernière heure a été inouïe. La dernière heure, elle était normale. Elle se souvenait de tout. Elle dit pardon, je sais, c'était plus fort que moi. Cette femme, au moment de mourir, a eu une guérison spectaculaire de sa maladie. Alors c'est très connu, vous tapez sur Internet le mieux de la mort et vous avez plein de témoignages de gens qui vont mourir et puis on dit le dernier jour, ils se sont levés, ils ont mangé alors qu'ils ne se levaient plus depuis plusieurs semaines et vous avez ce paradoxe où les gens ont une amélioration spectaculaire dans les quelques heures qui précèdent la fin de la vie. Alors, j'ai oublié, mais je vais vous raconter 2 histoires. On a un peu de temps, des histoires. Et ces histoires-là, j'en ai été témoin. Et c'est comme ça que vous comprenez que je suis captivé par ces phénomènes. Je soigne un patient schizophrène. On a diagnostiqué sa maladie, comme c'est souvent le cas, au sortir de l'adolescence, vers 16-17 ans. Au moment où je m'occupe de lui, il a une 50aine d'années, mais c'est un schizophrène qui a très bien évolué parce qu'il a toujours été très bien entouré et accompagné par ses parents. Alors il a un délire de ouf. On lui fait des bébés, il y a des génies qui sont présents dans son corps, qui font des bébés, qui lui enlèvent les bébés. Quand il va aux toilettes, on lui enlève les bébés, mais on lui en rejette. Enfin, il a une idée, une représentation du monde très, très délirante. Et ses parents me disent qu'ils ne comprennent pas pourquoi on n'est pas encore arrivé à guérir leur fils. Je leur explique quand même que c'est une maladie qui est très, très difficile à traiter. Ils me disent, mais écoutez, docteur, il y a 5 ans, il a fait une crise d'appendicite. À l'époque, il devait avoir une 40aine d'années. Donc, il fait une crise d'appendicite. Il est amené à l'hôpital de Toulon. Et les parents sont dans la chambre quand l'enfant, enfin le grand enfant, 40 ans, rentre après sa chirurgie. Et il est en phase de réveil. Et ils disent, docteur, quand il s'est réveillé, il était normal. Normal. Et au fur et à mesure qu'on a vu l'anesthésie s'en aller, on a vu le processus délirant qui revenait perturber sa pensée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la capacité de remettre quelqu'un dans un état de santé totale, on pourrait l'avoir, mais on ne sait pas encore le faire. On ne va pas anesthésier quelqu'un tous les jours. Mais voyez combien cette histoire est spectaculaire. Et j'en ai une autre. Je revenais au Val-de-Grâce après une période d'absence où j'avais été 2 ans en poste à Lille. Je reviens au Val-de-Grâce comme adjoint chef de service. Et quand j'y vais, mon patron avait son ancien prof d'allemand hospitalisé dans le service. Soyons clairs, ce n'était pas une pathologie psychiatrique, c'était une pathologie neurologique, ce qu'on appelle une démence à corps de Lévy. Peu importe ce que c'est, toujours est-il que c'est un état où le sujet a des contractures douloureuses intenses, douloureuses, il ne peut pas bouger et il ne peut pas entrer en communication avec les gens. Et donc, là encore, je faisais comme Sven Folla, je dis, mais peut-être qu'on peut essayer des choses sur lui, et il me regarde, mon patron, il fait, écoutez, on va vous en occuper, allez-y. Donc je m'en suis occupé, ça veut dire que je vais le voir tous les jours, et pendant 1 mois, il ne se produit rien de particulier. Et puis un matin, je reviens dans le service, et l'infirmier me dit, votre patient, il nous en a fait une drôle cette nuit. Allez-y, racontez-moi. Donc il raconte qu'il était 20h, que le repas était fini, la plupart des patients étaient couchés, sauf ceux qui regardaient la télé, et lui, donc, il commençait à ranger un peu sa pharmacie et à préparer les médicaments pour le lendemain, quand il sent une présence dans son dos. Enfin, je vous rappelle que mon patient, c'était lit avec barrière, contracture, c'était quelqu'un qui ne marchait plus depuis au moins 6 mois. Et il y a derrière lui le patient qui est là. Ça va? Oui. Vous voulez quelque chose? Il y a quoi à la télé ce soir? Il y a du foot. Venez, regardez. Donc le patient regarde le match de foot avec les autres patients.
Puis quand le match de foot est terminé, bon allez, c'est fini, on éteint la télé, vous allez vous coucher. Le patient est allé se coucher. Et le lendemain matin, le même que ce qu'il était les jours auparavant. Quand vous avez ce genre d'histoire parfaitement véridique, vous vous dites, il s'est produit dans le cerveau quelque chose qui a totalement guéri le trouble pour lequel nous, on n'arrive pas à le soigner. Et ces manifestations-là sont suffisamment fréquentes pour qu'on soit toujours émerveillé de se dire, ce cerveau, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, c'est-à-dire cette capacité que peut avoir le cerveau à se transformer brutalement, c'est toujours très, très étonnant. Allez, on va aller au plus beau de cette conférence. Alors là, il y a moins d'illustrations, il y a beaucoup plus du texte, mais je vais vous parler d'une guérison, parce qu'après tout, s'il y a bien quelque chose qui est une illustration spectaculaire des pouvoirs sur le corps, c'est ce que nous montrent les guérisons. Alors, tout ça, vous avez tout sur Internet. C'est la guérison de Jeanne Freitel. Alors, quand est-ce qu'on est habilité à parler de guérison? C'est un grand mystère, la guérison. La guérison, je vous l'ai dit, c'est Platon, Hippocrate qui disait c'est la réconciliation avec le corps. Moi, je me suis intéressé à la guérison parce que je n'ai jamais vu un traité contemporain qui s'appelle Traité des guérisons. J'en ai plein des traités sur les maladies, mais avec une énorme difficulté à définir qu'est-ce que c'est la guérison, quand est-ce qu'on peut dire que quelqu'un est guéri ou pas, et on s'aperçoit que la médecine est très habile à pouvoir dire quand quelqu'un est malade, mais a une grande difficulté à dire quand quelqu'un est guéri. Allez, une anecdote. Quand j'étais jeune médecin, étudiant en médecine à Bordeaux, j'avais un professeur, je peux donner son nom, c'est le professeur Bernard Erny, qui était le grand cancérologue de Bordeaux. Et il nous dit, je ne dis jamais à un patient quand il est guéri. Et il nous raconte l'histoire suivante, il prend en charge un patient pour une affection cancéreuse assez longue, le processus thérapeutique va durer plusieurs années, et au bout de ces longues années, il arrive à la guérison et il dit au patient, vous êtes guéri. Le patient rentre chez lui et dit à sa femme, chérie, je suis guéri. Et la femme lui dit, voilà, j'attendais que tu t'en sortes pour dire, voilà, on se sépare. Et le patient s'est suicidé. Et Bernard Erny qui dit, fort de cette histoire, il ne faut jamais dire à un patient qu'il est guéri. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Quand un patient me dit, est-ce que je peux guérir? Je lui réponds systématiquement, oui. Ah, je ne peux pas dire quand ou comment. Mais oui, la guérison, c'est un objectif. Et j'imagine mal être médecin sans en même temps prendre l'engagement qu'on va aider quelqu'un sur le chemin de la guérison. Alors, c'est encore plus compliqué la guérison pour le clergé. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un miracle, il faut d'abord des attestations médicales. 1, on est sûr du diagnostic. 2, on est sûr de la guérison. Et qu'on ait aussi le caractère inexplicable de la guérison. C'est-à-dire que le patient guéri, ça veut dire qu'on a essayé tous les médicaments et qu'au moment où il est allé à Lourdes, il n'y avait plus aucun soin en cours. Il allait à Lourdes pour aller à Lourdes, quoi, mais espérer trouver le miracle. Mais pour que le clergé déclare, parce qu'il y a des guérisons à Lourdes, mais pour qu'on la déclare miraculeuse, il faut l'instantanéité. C'est là, tac, paf. Maintenant, il faut l'absence de convalescence, c'est-à-dire que ce n'est pas une période progressive où le corps se répare. Non, il est tout d'un coup là, maintenant, réparé. Et bien sûr, il faut que la guérison persiste. Ça veut dire qu'on attend toujours plusieurs années pour voir le maintien de la guérison, pour l'affirmer. Donc vous voyez que les critères, ils ne sont pas gagnés. Donc, quand on suppose qu'il y a un phénomène de guérison miraculeuse à Lourdes, on saisit d'abord le Comité médical international de Lourdes, qui va diligenter des expertises auprès de différentes personnes. Et quand le Comité médical international, ayant réuni toutes les expertises, arrive au fait que, à tous ces critères, ils envoient le dossier à l'évêque du diocèse de résidence du miraculé, en l'occurrence c'est le diocèse de Rennes, pour ça que je vais vous parler, qui évalue le contexte de la grâce, c'est qu'il faut que la personne soit pieuse. Parce que si en plus la personne n'est pas pieuse, bon, c'est une guérison spectaculaire, mais on va pas dire quand même qu'elle est miraculeuse, quoi. Et il faut aussi que la famille ait un bon comportement, si je puis dire. Et dans ces cas-là,
l'évêque va déclarer la guérison miraculeuse. Alors retenez qu'à Lourdes, il y en a eu plein des guérisons, plein. À ce jour, on en recense au moins 7300, mais des guérisons estimées inexplicables, qu'on va qualifier, nous, de miraculeuses, 2000. Mais le clergé n'en a identifié que 70. Et si on attend 5 ans pour confirmer la guérison de quelqu'un qui a 80 ans, bon, ben, il y a des chances qu'il meure, quoi, entre-temps, quoi. Donc, on s'aperçoit quand même que c'est pas parce qu'il n'y a que 70 guérisons reconnues par l'Église qu'il n'y a eu que 70 guérisons miraculeuses à Lourdes. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec ma démonstration. Jeanne Frétel. Alors, j'ai fait des collés-copiés du rapport, mais voilà. La malade a commencé à souffrir il y a 11 ans. Ça veut dire que la maladie, qui est une tuberculose, qui était la maladie à l'époque, la maladie pour laquelle cette patiente souffre, elle est diagnostiquée depuis au moins 11 ans. On lui a fait une première opération d'appendicectomie qui n'a pas donné d'amélioration. Une seconde opération en 1939. On lui enlève aussi un kyste de l'ovaire. Et on a le nom des chirurgiens qui l'ont fait. Ici, c'est le docteur Marnel de Rennes. Elle souffrait toujours, présentait des vomissements quotidiens. Elle est opérée une 3e fois pour péritonite. Cette dernière entraîne une fistule stercorale. Ça veut dire que le gros intestin est à la peau. C'est ce qu'on fait quand on fait des anus artificiels, si vous voulez, et que vous avez les selles qui sortent par l'orifice au niveau de la peau. Plus donc, elle a différentes maladies inflammatoires. Donc, on essaye par voie chirurgicale de fermer les fistules stercorales, sans résultat. Mai 41, décembre 41, septembre 42. En novembre 44, elle sort de l'hôpital, mais elle a développé sa tuberculose, donc elle rentre dans un premier sanatorium à Pessac en Gironde, en janvier 46, puis un deuxième sanatorium en mars 46, dans les Landes. Elle y séjourne, vous voyez, elle y séjourne de mars à décembre. Son état ne permet pas l'héliothérapie, elle a différentes complications. Alors, le symptôme de cette patiente, et c'est le seul symptôme médical sur lequel on va s'appuyer pour certifier la guérison, c'est la fièvre. C'est une femme qui a eu invariablement une fièvre tous les jours. Donc, elle rentre à Rennes en décembre 46 pour y mourir. Aucun traitement n'est fait. Elle y reste jusqu'à son départ à Lourdes. Elle est constamment alitée depuis octobre 45. Ça veut dire que ça fait déjà 1 an qu'elle ne s'est plus mise debout. Donc imaginez la fonte musculaire, les raideurs articulaires, etc. Donc, tac, 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 dans son état, donc ça, on est en 46. Son état, alternative de diarrhée, de constipation, douleur constante, nécessitant des piqûres de morphine quotidiennes ou des suppositoires calmants, insomnie, alors écoutez ça aussi, vomissements quotidiens de liquides acides ou d'aliments, perte de l'appétit, ventre ballonné, etc., etc. Donc, 5 mois plus tôt, la toute dernière grande hospitalisation qu'elle avait à Rennes, c'était le docteur Pelé qui tente, pendant 45 jours, un traitement par un nouvel antibiotique, la streptomycine, qui donne une sédation des douleurs, mais la température, c'est toujours entre 30... avec des pics fébriles à 40 le matin. Voilà. D'août 48 à octobre 48, la malade est de plus en plus fatiguée. Elle ne peut plus prendre que de très petites quantités de liquide. Des signes méningés, c'est-à-dire d'atteinte des méninges, apparaissent. Ventre ballonné, douloureux, du pus s'écoule avec abondance des selles, etc. Faiblesse cardiaque. Et voici la phrase importante. Tout espoir semble perdu. Tout espoir semble perdu, sauf un, on l'envoie à Lourdes. Et donc, voilà le certificat médical qui est rédigé en août 48. Donc, péritonite tuberculeuse. Ça veut dire tuberculose généralisée dans l'organisme. Malgré 6 mois de streptomycine à Rennes. La malade a subi 7 interventions abdominales. Depuis 3 ans, elle est complètement alitée, se nourrit très peu. Les douleurs abdominales l'obligent à une immobilité presque totale. Diagnostic, péritonite tuberculeuse. Pronostic, très grave. La maladie est-elle incurable? Oui. Et donc, voilà ce que les témoignages de guérison. Donc, dans le train, elle a 2 perfusions de morphine pour soulager ses douleurs.
Le 5 octobre, à Lourdes, elle reste à l'hôpital. Le soir, on lui fait une morphine. Le 6, elle est malade toute la journée. Vomissements. Nuit du 6 au 7, très mauvaise. Le 7, vomit toute la journée, ne prend rien. Messe à la grotte. Piscine appris. Après, nuit du 7 au 8, mauvaise, vomissement. Et tout se passe le 8 octobre. Elle est transportée à la messe de 7 heures à l'hôtel Sainte-Bernadette. La malade va mieux aussitôt la communion. La communion, instantanéité, elle va mieux. Elle a la sensation qu'une personne la prend sous les bras pour l'aider à s'asseoir. Et elle s'assoit. Personne ne l'a prise sous les bras. Elle prend un café au lait, elle ne vomit pas. Et plus tard, elle constate que son ventre qui était ballonné est normal et elle dit « je n'ai plus mal au ventre ». Donc, l'examen médical du lendemain, constatation du 9-10, donc le poids, la taille, ça n'a pas bougé, son teint est pâle, marche pour la première fois depuis le 17 octobre 1945. Ventre plat, respirant normalement. La malade a été le matin à la selle normale. Voilà, tous les autres, atrophie des masses musculaires des jambes, enfin 10 ans d'alitement quand même, elle le paye. Le reste de l'examen est parfaitement normal. Conclusion. Des médecins, immédiatement après cette période, ce pèlerinage à Lourdes, guérison. Alors y a-t-il guérison, amélioration ou persistance de l'état morbide? Amélioration énorme. Peut-être guérison complète. Et donc ils écrivent sur le dossier à conserver pour 1949. C'est-à-dire, on donne rendez-vous à cette malade dans 1 an pour vérifier que la guérison s'est bien maintenue. Et puis suit la signature des 5 médecins présents. Donc on ouvre un dossier parce qu'il y a quand même, à l'évidence, quelque chose qui s'est passé. On l'observe pendant 1 an, on réunit les témoignages et le dossier médical international de Lourdes constitue le dossier médical. Et voici le récit de la guérison. Alors là, c'est un témoignage, je vais vous le lire intégralement. C'est le père qui lui a donné la communion. Donc on est le matin du 8 octobre, messe de 7 heures, célébrée pour les malades du pèlerinage du Rosaire. Voilà, donc l'hôtel Sainte-Bernadette. Au moment de la communion, un brancardier me demande de prendre un couloir entre les brancards. J'arrive devant un tringlot où reposait Jeanne Frétel. J'aperçus du sang noir qui coulait de son nez et de sa bouche. Ses yeux étaient baissés. Je demande à la malade si elle veut communier. Aucune réponse. J'insiste. Toujours le silence. J'hésite à la faire communier. Je décide, si elle vomit l'hostie, de la ramasser et de me communier moi-même. Le Seigneur n'a jamais contaminé quelqu'un. Un brancardier insiste pour la communion. Alors, il ouvre la bouche de Jeanne avec le dos d'une cuillère prise dans une caissette contenant les ustensiles pour le petit déjeuner des malades. Je dépose sur sa langue un petit bout d'hostie. Je referme moi-même sa bouche. Instantanément, j'insiste. Elle a ouvert les yeux et m'a dit « Où suis-je » Je lui ai répondu « À Lourdes ». Ce fut tout. Et je continuai à donner l'Eucharistie aux autres malades. Arrive le moment du petit déjeuner, la servante donne à Jeanne un grand bol de café au lait. Jeanne ne mangeait plus depuis 6 mois et vomissait tous les liquides, même l'eau. Elle a pris le petit déjeuner complet et n'a rien vomi. Je la rencontre de nouveau. Elle me demande d'aller à la grotte. Je lui ai dit que bientôt, elle y serait. Et voici ce que rajoute ce témoin, le prêtre. La guérison de Lourdes, pour être déclarée miraculeuse, demande l'instantanéité et la création d'un tissu humain que la maladie avait altéré profondément ou supprimé. C'est le cas. Et voici maintenant, alors oui, bon, pardonnez-moi, je vous ai lu l'intégralité de l'histoire, je vais plus vite. Donc, on revoit Jeanne Frétel 1 an après. Et voici le certificat de visite. Donc, Jeanne Frétel se présente au bureau médical pour un second examen. À cette occasion, les médecins prennent connaissance d'un certain nombre d'éléments transmis par le professeur Pellet de Rennes. Il s'agit d'un certificat médical que je vous ai déjà présenté, des radiographies pulmonaires, d'une trentaine de courbes de température réalisées au CHR de Rennes, etc. Si, lors de ce second examen, les médecins observent que l'amélioration constatée l'année précédente s'est maintenue, surtout les courbes thermiques, c'est qu'on est probablement devant la démonstration d'un miracle.
Donc, extrait du second rapport médical. Maintenant, on est donc l'année suivante. Présentation de l'observation détaillée, contrôlée et signée par le docteur Alphonse Pellet, professeur de pathologie médicale. Donc, et on souligne dans la note, bon, Pellet, c'est un non-croyant, hein, plutôt stylo miracle. Donc, quand Pellet dit qu'elle est malade et qu'elle est guérie, c'est un non-croyant qui le dit. Donc, voici les conclusions de la commission médicale de Lourdes. La maladie décrite par le ou les certificats existait-elle au moment du pèlerinage à Lourdes? Quels en étaient les symptômes principaux de certitude? Réponse: oui. Tuberculose péritonéale avec cachexie, température. Deuxième question. La maladie, a-t-elle été brusquement arrêtée dans son évolution alors qu'il n'y avait pas de tendance vers le mieux? Quels symptômes morbides ont à ce moment disparu? Réponse: oui. Tous symptômes disparus. Troisième question. Y a-t-il guérison? Quelles preuves certaines en donner? A-t-elle eu lieu avec ou sans emploi de médicaments? Réponse: oui. Sans emploi de médicaments, la streptomycine forte pendant 6 semaines avait été cessée 4 mois avant la guérison et sans résultat. Quatrième question. Y a-t-il lieu de surseoir à la conclusion? Non. Cinquième question. Une explication médicale de cette guérison est-elle susceptible d'être donnée? Non. Sixième question. Échappe-t-elle aux lois naturelles? Réponse: oui. Signé Lourdes le 5 octobre 49, exactement un an après, et avec la signature des 21 médecins experts. Voici la courbe de température, très démonstrative. Vous avez les pics fébriles les jours précédant la communion, et vous avez la courbe thermique qui est linéaire après la communion. Là encore, vous avez les signatures. Donc, séance du 12 mars qui clôt un peu l'examen du dossier. Voici la conclusion. L'histoire de la maladie est impressionnante. L'importance du dossier qui comprend 30 feuilles de température, 18 avant la guérison et 12 après, la qualité des médecins qui ont examiné la malade, les détails méticuleux de l'observation qui sont quotidiens pour la période d'avril à octobre 48, la reprise du poids, notez-le, elle a pris 14 kilos en un an, doivent retenir longuement l'attention et ont permis de conclure à une guérison inexplicable. Et maintenant, je laisse parler à travers ma voix la miraculée elle-même, parce que ces paroles de miraculée, je les trouve toujours merveilleuses. C'est alors, dit-elle, que je me suis sentie très bien. Et je me suis aperçue que j'étais à Lourdes. On me demanda comment ça allait, je répondis que je me sentais très bien. J'avais toujours le ventre dur et ballonné, mais je ne souffrais pas du tout. On me donna une tasse de café au lait que je pris avec appétit et que je gardais. Après la messe, on me conduisit à la grotte, toujours sur mon brancard. Arrivé là, au bout de quelques minutes, j'ai eu la sensation qu'une personne me prenait sous les bras pour m'aider à m'asseoir. Je me suis trouvée assise. Je me suis retournée pour voir qui avait pu m'aider, mais je n'ai vu personne. Aussitôt assise, j'ai eu la sensation que les mêmes mains qui m'avaient aidé à m'asseoir me prenaient les mains pour me mettre sur le ventre. Je me suis demandé d'abord ce qui m'arrivait, si j'étais guérie ou si je ne sortais pas d'un rêve. Je me suis aperçu que mon ventre était redevenu normal. Je fus prise alors d'une faim extraordinaire. On la ramène à l'hôpital. Elle déclare à l'aumônier de la salle dominicain qu'elle se sent très bien. Je lui fais voir ma jupe. Il tire un peu ma ceinture et constate comme moi qu'il y a du changement. Elle demande à manger. Le docteur Guégan de Saint-Méen-le-Grand, donc c'est les médecins qui accompagnent les pèlerins, l'examine, donne l'autorisation. Elle mange de très bon appétit. Veau avec purée, 3 morceaux de pain. Elle n'en avait pas fait de semblable depuis 10 ans. Lorsque ce fut mangé, j'avais encore faim. J'en ai demandé d'autres. On m'en apporta autant. J'en demandais encore. C'est alors que, comme dessert, on m'apporta une assiette de semoule de riz, ne voulant pas que j'en prenne davantage. Tout se passa très bien. L'après-midi, elle se lève seule. 11 mois d'alitement. Elle se lève seule, s'habille seule, va aux piscines. Je n'avais pas marché depuis 3 ans. Et je marchais alors comme je marche aujourd'hui,
Arrivé aux piscines, je pris un bain debout, sans fatigue. Le soir même, elle dîne avec appétit. La nuit ne se réveille à 23 heures que pour se plaindre de la faim. Ayant mangé, elle se rendort. Le lendemain matin, samedi 9 octobre, on la transporte sur un brancard au bureau des constatations de Lourdes, là où on l'a déjà vu, examiné par 5 docteurs. On voulut m'aider à me lever, mais je refusais toute aide. Je me mis à marcher. Le voyage de retour s'effectua sans fatigue. Au retour dans le train, je suis resté debout très longtemps, allant visiter les malades. On voulut me faire de la morphine pour me désintoxiquer. Je refusais. Alors notez aussi qu'elle est guérie de son addiction à la morphine, puisque donc instantanément, elle a pu se passer de morphine. Je repris mon travail dès en arrivant. Depuis ma guérison à Lourdes, je suis toujours resté aussi bien que maintenant. Je n'ai jamais pris un comprimé depuis. Son poids, qui était de 44 kilos en 48, juste avant le miracle, est passé à 58 kilos, donc les 10 kilos de plus. Pendant les 8 premiers jours, elle prend, écoutez bien, 1,350 kg chaque jour. Et la température est normale, 36,8 le matin, 37 le soir. L'appétit et le sommeil sont très bons. Donc, la commission canonique enquête, voilà, et donc la commission canonique déclare. Donc, c'est la commission qui parle. La commission tient pour certain le fait de la guérison instantanée, sans intervention d'aucun agent matériel et sans aucune convalescence de mademoiselle Jeanne Freitel. Maintient que la cause de cette guérison doit être attribuée à une intervention particulière de Dieu par l'intercession de Notre-Dame de Lourdes, qu'en conséquence, votre éminence peut, d'après avis unanime, en prononcer en toute sincérité le caractère miraculeux. Rennes, 4 novembre 1950. Voilà, je vous remercie pour avoir écouté ce très beau miracle. Merci pour votre accueil et je suis à votre disposition.